Accéder à la propriété, c'est un objectif de vie pour de nombreuses personnes en France. Les motivations vont être différentes d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre. Cela peut être parce que on souhaite avoir un bien à la retraite, ou alors constituer son patrimoine, ou offrir un foyer à sa famille. Mais ce rêve a un coût, puisque de nombreux frais se cachent derrière l'achat d'un appartement ou d'une maison. J'en parle par expérience, puisque en juin 2019, j'ai acheté mon tout premier appartement au sein d'une copropriété qui est située en région parisienne. C'est un achat dans l'ancien que j'ai réalisé en solo et par mes propres moyens, puisque je n'ai reçu aucune aide financière de la part de ma famille. Et il m'a bien fallu 10 ans pour atteindre cet objectif, puisque tout a commencé en 2009, lorsque j'ai décidé de prendre mon avenir professionnel en main afin de pouvoir atteindre mes objectifs de vie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie d'une série de vidéos où je partage mon parcours d'accession à la propriété en solo. Hello, bonjour à tous et bienvenue dans le journal financier du Newbie. Je m'appelle Val et sur cette chaîne, je partage mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers. Donc ici, la conversation tourne autour de l'argent. Je parle de budget, d'épargne, d'investissement. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder la suite de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser que je ne suis pas une professionnelle dans le domaine, je ne suis pas agent immobilier, je ne suis pas non plus banquière. Ce que je partage aujourd'hui est simplement basé sur mon expérience et sur ce que j'ai appris au cours de mon projet d'achat. Et de votre côté, si vous avez une expérience dans l'achat immobilier ou si vous êtes en plein processus, n'hésitez pas à apporter des informations complémentaires afin que tout le monde puisse en bénéficier et que l'on fasse grandir le capital connaissance de cette communauté. Comment est structurée cette série de vidéos ? Elle est décomposée en 2 parties dont je vous affiche le contenu à l'écran. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les 2 premiers points, à savoir, premièrement, les avantages et inconvénients à être propriétaire versus locataire de sa résidence principale. Et dans un deuxième temps, nous verrons le coût global de l'accession à la propriété. Et dans la deuxième partie qui sortira dimanche prochain, je parlerai de comment je me suis préparée pour la réalisation de ce projet et je finirai par les grandes étapes d'un achat immobilier avec quelques conseils qui sont basés sur mon expérience. J'espère que vous trouverez ce partage d'expérience utile et sans plus attendre, je vous propose de passer au premier point, à savoir louer ou acheter, les avantages et les inconvénients. Nous l'avons dit, devenir propriétaire a été et continue d'être vu comme un objectif de vie pour beaucoup d'entre nous. Toutefois, ce statut n'est pas sans contrainte puisqu'il engendre des obligations financières sur le long terme. De plus, les conditions d'accession à la propriété deviennent de plus en plus difficiles, notamment si on a recours au crédit pour financer son projet. Et donc, avant de se lancer, il me semble important de prendre un peu de recul et de se poser la question de s'il est préférable de louer ou d'acheter sa résidence principale. Et comme bien souvent, il n'existe pas de réponse unique à cette question, car chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Je vous affiche justement les plus et les moins de chaque situation. Donc à chacun d'analyser sa situation, d'évaluer ses motivations, de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Et si cela peut vous être utile, voici quelques questions que l'on peut se poser pour guider sa réflexion et prendre une décision éclairée. À titre personnel, cela a été ma première étape dans ce projet. Je me suis posée afin de réfléchir à mes motivations profondes et j'ai sauté le pas de l'accession à la propriété pour plusieurs raisons. Mais la principale raison, c'est très clairement l'aspect patrimonial. En fait, un de mes objectifs, c'est de créer de la richesse au fil du temps et la raison en est simple. Les personnes qui me suivent depuis longtemps savent que je suis solo, c'est-à-dire que je suis célibataire et sans enfant. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai volontairement fait ce choix de vie. Et si être solo présente plusieurs avantages,
Comme dans toute situation, il y a également des inconvénients et l'un d'entre eux, c'est l'aspect financier. En effet, je ne peux compter que sur moi pour assurer à la fois le quotidien et préparer l'avenir. Et en parlant d'avenir, un de mes objectifs de long terme, c'est de préparer ma retraite et donc d'investir dans ma résidence principale s'inscrit totalement dans ma stratégie puisque, selon ma vision, je mets de l'argent dans un bien qui va augmenter mon patrimoine au fil des remboursements. En étant propriétaire de ma résidence principale, je vais bénéficier de manière indirecte d'une rente dans le sens où je vais économiser un loyer une fois le crédit immobilier remboursé. Et de plus, le fait d'être propriétaire d'un bien immobilier, cela offre d'autres possibilités, comme par exemple le fait de percevoir un loyer si je le mets en location, ou même de vendre ma résidence principale en viager. Voilà donc les différentes raisons qui ont fait que j'ai décidé d'acheter ma résidence principale. Et c'est vraiment à chacun de faire son analyse en fonction de sa situation et de ses projets à long terme. Et si on opte pour l'achat de sa résidence principale, un élément important à prendre en compte, c'est le coût de l'accession à la propriété. J'ai pour ma part identifié 3 grandes catégories de frais. Vous avez les frais à supporter au moment de l'acquisition du bien, vous avez également les frais d'installation et enfin les frais qui sont liés à la détention du bien. Commençons avec les coûts à supporter au moment de l'acquisition du bien. À ce niveau, vous avez bien évidemment le prix d'achat du bien immobilier en question. À cela, il faut rajouter les frais de notaire qui sont à la charge de l'acheteur. Ce sont des frais qui sont d'environ 7 à 8% du bien en cas d'achat dans l'ancien et de 2 à 3% du bien en cas d'achat dans le neuf. Je vous donne un exemple. Si vous faites un achat dans l'ancien à 100 000 €, il faut compter environ 8 000 € de frais de notaire en plus. Résultat, le coût du projet sera de 108 000 €. Et petite précision, dans le langage courant, on parle de frais de notaire car c'est lui qui est en fait en charge de collecter cet argent. Mais en réalité, ils comprennent 3 catégories de frais dont une seule partie revient effectivement au notaire. Et si vous passez par une agence immobilière pour l'achat de votre bien, il faut intégrer un coût supplémentaire, à savoir les frais d'agence. On peut estimer qu'ils représentent environ 1 à 7% du prix de la vente. Et il faut aussi savoir que ces frais peuvent être négociés, qu'ils soient à la charge de l'acquéreur ou du vendeur. Voilà donc ce qu'il en est des frais d'achat d'un bien immobilier. Et sauf à disposer de cash qui permet de régler ces différents frais dans leur totalité, bien souvent on aura recours au crédit immobilier pour financer son projet. Et dans ce cas, d'autres frais sont à prévoir dans son budget, à savoir le remboursement du capital emprunté, auquel va s'ajouter les intérêts de l'emprunt. Il faut également compter le paiement des frais de dossier qui sont facturés par la banque car elle doit analyser et traiter votre dossier de demande d'emprunt. Une autre charge importante à prévoir lorsque l'on a recours au crédit immobilier, c'est l'assurance emprunteur. En fait, le principe de cette assurance, c'est de garantir à la banque le remboursement du prêt en cas d'aléas de la vie, comme par exemple l'invalidité ou alors la perte de l'emploi. Je vous affiche les différents types de garanties qui sont proposées dans le cadre d'une assurance emprunteur. Et dans tous les cas, je vous invite à lire le contrat afin de prendre connaissance des conditions et notamment des risques pour lesquels vous êtes couvert et également prendre connaissance du montant des cotisations à payer pendant toute la durée du remboursement du crédit. Sachez également que depuis 2010, l'emprunteur peut décider soit d'accepter l'assurance qui est proposée par la banque qui lui accorde le prêt ou alors de souscrire, et cela sous certaines conditions, à l'assurance qui serait proposée par un organisme externe. Depuis la loi Lemoine de 2022, sous certaines conditions, il est possible de résilier à tout moment son assurance emprunteur et cela sans délai de préavis ni échéance à respecter.
Autre frais annexes à prévoir lorsque l'on contracte un crédit immobilier, ce sont les frais de garantie. En fait, le principe de cette garantie, c'est de protéger la banque en cas de défaillance pour un motif qui ne serait pas couvert par l'assurance emprunteur, c'est-à-dire en cas de difficultés financières non liées à la maladie ou à l'invalidité par exemple. Il existe différentes solutions de garantie et les plus courantes sont l'hypothèque, le privilège de prêteur de deniers et la caution par une société spécialisée. Dans mon cas, la banque a opté pour la caution par une société spécialisée. Il s'agit en l'occurrence de Crédit Logement, qui est un des organismes les plus répandus dans ce domaine. Je vous mets un lien vers leur site internet car ils proposent un simulateur qui permet de calculer le coût de la caution. Et comme vous verrez, il existe deux formules. La classique qui s'adresse à tous les emprunteurs et vous avez la formule initio pour les emprunteurs de moins de 37 ans. Et à la condition que le remboursement du prêt se soit déroulé sans incident, on peut récupérer une partie de la caution après avoir remboursé le crédit immobilier dans sa totalité. Et enfin, le dernier frais à anticiper au moment de l'acquisition du bien, c'est la rémunération du courtier si jamais vous faites appel à ses services. Et sachez qu'en tant que salarié, vous pouvez bénéficier des conseils gratuits en financement d'Action Logement. N'hésitez pas à consulter leur site internet afin de savoir si vous êtes éligible. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Voilà donc tous les frais à prévoir en matière d'acquisition d'un bien immobilier. Je vous affiche un récapitulatif de ces différents frais et maintenant ce que je vous propose c'est de passer aux frais liés à l'installation. J'ai identifié 3 catégories de coûts à ce niveau. Il y a le coût des travaux. Cela va surtout concerner les achats dans l'ancien. Et ici, j'englobe tout ce qui va du rafraîchissement de la peinture aux gros travaux de rénovation, de remise aux normes ou alors de transformation du bien. Et il est important de savoir en amont ce que vous envisagez à ce niveau, pour quel budget et comment est-ce que vous allez financer ces travaux. Et surtout, prévoyez de la marge, une marge de 10 à 20%, car il vaut mieux se préparer aux imprévus dans ce type de projet. Deuxième type de frais à prévoir, ce sont les frais de déménagement. En fait, que vous fassiez appel à une société de déménagement ou alors à des amis ou à de la famille, un déménagement coûte plus ou moins cher, donc autant prévoir son budget en amont. Et enfin, vous avez les frais d'équipement et de décoration. On a souvent tendance à vouloir s'acheter de nouveaux meubles, de la décoration, etc. quand on a un nouveau chez soi. Donc, dans l'idéal, on prévoit un budget à ce niveau. Et même si on ne prévoit pas d'acheter de nouveaux meubles, il faut quand même prévoir un budget imprévu. Pour vous donner un exemple, bien que je me sois préparée en amont, c'est seulement au moment du déménagement que j'ai constaté que ma machine à laver était trop grande pour l'emplacement qui était prévu à cet effet. J'ai donc dû en racheter une nouvelle et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est toujours bon de prévoir une marge d'erreur quand on fait son budget déménagement. Voilà donc pour les frais d'installation et maintenant voyons ce qu'il en est des frais de détention d'un bien immobilier. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Déjà, si vous avez fait un emprunt, il y aura bien entendu les mensualités de remboursement du crédit immobilier. Et à cela vont s'ajouter d'autres frais, à savoir les impôts locaux, c'est-à-dire la taxe foncière et également la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et éventuellement d'autres taxes locales en fonction de là où vous habitez. Je vous mets un lien en description qui donne les modalités de calcul de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et pour vous faire une idée du montant de ces taxes locales, vous avez la Direction des finances publiques qui publie des statistiques à ce niveau. Ce sont des informations que je trouve utiles car elles permettent d'estimer le montant de sa taxe foncière en fonction de la zone où l'on achète. Je me suis pour ma part servi de ces données pour faire mes estimations au moment de la construction de mon projet.
Dans les coûts liés à la détention d'un bien immobilier, il faut intégrer les frais de fonctionnement du logement que l'on connaît tous, comme par exemple le chauffage, l'eau, l'électricité, etc. Mais il faut également tenir compte du fait qu'en tant que propriétaire, on doit payer tout type de réparation. Cela signifie qu'en plus des petits travaux d'entretien courants, il faut également assumer les frais de travaux plus importants, comme par exemple une chaudière qui lâche, un ravalement de façade, un ballon d'eau chaude à changer, etc. Ce sont donc autant de frais à prévoir. Et si vous avez acheté un bien au sein d'une copropriété, comme dans mon cas, vous aurez également à régler les charges de copropriété. Alors, chaque immeuble a ses propres caractéristiques, donc il est toujours judicieux de consulter les informations qui sont propres à sa copropriété. Toutefois, on peut dire qu'il existe deux grandes catégories de charges auxquelles on peut être confronté en tant que copropriétaire. Premièrement, vous avez les charges générales relatives à l'administration, la conservation et l'entretien des parties communes générales. Et vous avez les charges spéciales pour les services collectifs et équipements communs. Ce sont donc des charges qui sont collectives et qui vont être réparties entre copropriétaires, et cela à hauteur de chaque quote-part qui est exprimé en tantièmes. Si vous ne savez pas à quoi correspondent les tantièmes, on peut les définir comme la part de copropriété que possède chacun des copropriétaires. Et comment sont déterminés ces tantièmes ? En fait, ils sont calculés en fonction de différents paramètres tels que la superficie du logement, sa situation, est-ce que le logement est au rez-de-chaussée ou alors aux étages, est-ce que on bénéficie d'un balcon, d'une terrasse, etc. Ce sont donc différents critères qui vont être pris en compte afin de déterminer le nombre de tantièmes, et tout cela va être défini dans le cadre du règlement de la copropriété. Pour faire simple, concernant les tantièmes, il faut retenir que plus votre logement est grand, plus il bénéficie d'équipements collectifs, et plus vous aurez de tantièmes, et plus votre quote-part des charges de copropriété va être importante. Et si pour une simulation, vous souhaitez avoir une idée du montant des charges de copropriété, vous pouvez consulter les statistiques du registre des copropriétés. Je vous mets d'ailleurs le lien en description de cette vidéo. Voilà donc pour les frais de copropriété, mais ça ne s'arrête pas là, puisque un autre type de charge à prendre en considération lorsqu'on est copropriétaire, c'est la cotisation au fonds travaux. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est une réserve financière que les copropriétés doivent mettre en place afin d'anticiper le financement de travaux à venir. Et là encore une fois, le montant de la cotisation à ce fonds de travaux sera fonction de sa quote-part au sein de la copropriété. Et enfin, une dernière charge à prendre en considération lorsqu'on achète un bien au sein d'une copropriété, c'est l'appel de fonds de roulement lors de l'entrée dans cette copropriété. En fait, de quoi est-ce qu'il s'agit ? C'est une somme qui est avancée afin de faire face aux éventuelles tensions de trésorerie passagères. Le montant total de cette avance ne peut pas excéder 1/6 du budget de fonctionnement de la copropriété. Et encore une fois, le montant payé par chaque copropriétaire va dépendre de sa quote-part. Voilà donc un aperçu des frais de copropriété, et ce qu'il faut également retenir, c'est que c'est au sein de l'Assemblée générale que l'on vote les décisions d'effectuer les travaux ou pas. Et un des risques de ce type de fonctionnement, c'est que lorsque l'on vote des travaux, on ne va pas forcément tenir compte de vos choix, de vos priorités et de vos possibilités financières du moment. C'est donc une contrainte à prendre en considération lorsque l'on achète un appartement en copropriété. Et à mon sens, un moyen de se prémunir contre ce genre de situation, c'est d'avoir une épargne de précaution qui est vraiment dédiée à ce type de dépenses. C'est ce que j'ai fait pour ma part. J'ai vraiment une épargne qui est dédiée à tout ce qui est gros travaux au sein de la copropriété, et je suis ravie d'avoir pris cette décision puisque cette épargne va me permettre de faire face au projet de ravalement de façade de mon immeuble qui devrait avoir lieu prochainement. Voilà donc un aperçu des frais qui sont liés au fait d'être propriétaire.
Comme vous pouvez le constater, après avoir bien pris en compte tous les frais à payer au moment de l'acquisition du logement, il faut être conscient qu'un propriétaire aura des charges mensuelles supplémentaires par rapport à un locataire, et cela pour un même bien immobilier. Voilà donc pour la première partie de cette vidéo où je partage mon parcours d'achat d'un appartement en solo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Comme indiqué, on se retrouve dimanche prochain pour la deuxième et dernière partie. Alors, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications afin d'être informé du moment où cette vidéo va sortir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.